Camille Moreau vivait dans un petit appartement au 4e étage d'un immeuble ancien du quartier de la Guillotière, à Lyon. Elle partageait cet espace modeste avec sa grand-mère maternelle, Madeleine, dont la santé fragile exigeait des soins constants. Depuis le décès prématuré de ses parents dans un accident de voiture, alors qu'elle n'avait que 17 ans, Camille s'était occupée seule de sa grand-mère, mettant entre parenthèses ses propres rêves et ambitions. Elle avait 23 ans maintenant, et chaque matin elle se réveillait avec un mélange d'épuisement et d'espoir. Depuis des mois, elle écumait les offres d'emploi, rédigeait des lettres de motivation, ajustait son CV, se présentait à des entretiens souvent sans réponse. Lyon regorgeait de jeunes diplômés ambitieux et elle n'avait pas fait d'école prestigieuse, ni ne possédait de relations capables d'ouvrir des portes. Mais elle avait une chose que peu de candidats partageaient, une détermination farouche, née de l'urgence de survivre. Ce matin-là, elle se leva à 6h30, comme d'habitude, mais avec une excitation nerveuse dans le ventre. Elle avait décroché un entretien pour un poste d'assistante administrative au sein de Delacour Group, une entreprise puissante et réputée dans les domaines de l'innovation et de l'énergie durable. La météo annonçait une journée pluvieuse, mais Camille n'imaginait pas à quel point. À 7h30 du matin, le ciel s'était obscurci au-dessus de la ville comme si la nuit tombait à nouveau. Le tonnerre grondait au loin. Elle enfila son tailleur bleu marine soigneusement repassé la veille, coiffa ses cheveux en un chignon sobre et maquilla légèrement son visage pour atténuer les cernes accumulées par l'insomnie. Avant de sortir, elle se pencha au chevet de Madeleine, lui déposa un baiser sur le front et lui murmura qu'elle reviendrait avec de bonnes nouvelles. En descendant les escaliers, Camille sentit son cœur battre plus vite que de coutume. L'adrénaline, ou peut-être l'angoisse. Lorsqu'elle poussa la porte de l'immeuble, elle découvrit une pluie diluvienne qui s'abattait sur Lyon avec une rare violence. Les gouttes martelaient les trottoirs, les toits et les vitres des voitures, tandis qu'un vent glacial soufflait à l'horizontale. Elle ouvrit son vieux parapluie noir, mais dès le 2e coin de rue, une rafale le retourna, le rendant complètement inutilisable. Elle consulta son téléphone pour commander un VTC, mais aucune voiture ne semblait disponible à proximité. Pire encore, les transports publics étaient temporairement suspendus en raison d'un incident technique. Le tramway ne fonctionnait plus, et plusieurs lignes de bus avaient été arrêtées. Elle tenta de joindre un taxi, sans succès. L'heure tournait. L'entretien était prévu pour 8h30, et il ne lui restait qu'une seule option, marcher jusqu'au siège de Delacour Group, situé dans le quartier Pardieu, à environ 3 km. Sans perdre une seconde, elle replia son parapluie brisé et se mit à marcher d'un pas rapide. Les flaques s'élargissaient à vue d'œil, et en quelques minutes, ses chaussures, ses chaussettes, et même le bas de son pantalon étaient trempés. Elle glissait parfois sur les trottoirs inondés. Les voitures éclaboussaient les passants en soulevant des vagues d'eau sale, et l'humidité s'infiltrait jusque dans sa veste. Chaque minute qui passait lui arrachait une portion d'espoir. À un moment, elle s'arrêta sous un auvent pour vérifier l'heure. 8h12. Elle reprit sa course malgré la fatigue, s'accrochant à cette infime possibilité que, malgré tout, elle arriverait à temps. Elle n'avait pas de plan B. Ce poste représentait plus qu'un emploi. C'était la promesse d'une vie meilleure, la possibilité d'emmener enfin sa grand-mère dans une maison mieux adaptée, de payer les médicaments sans se soucier du coût, de vivre avec un peu de dignité. Alors qu'elle approchait d'une grande intersection, son regard fut attiré par une scène incongrue. Au milieu de la route, un homme tentait désespérément de pousser sa voiture en panne. Le capot était ouvert, la pluie s'engouffrait dans le moteur et les klaxons retentissaient autour de lui. Camille ralentit, tiraillée entre l'urgence de son propre objectif et l'instinct irrépressible de venir en aide. Personne ne l'aidait. Tout le monde passait son chemin. Elle, pourtant, ne pouvait détourner les yeux. Elle serra les dents. Ce n'était ni raisonnable, ni stratégique. Mais elle rebroussa chemin, replia sa veste contre son torse et courut vers lui à travers les trombes d'eau. Le chaos, pensa-t-elle, n'est pas une excuse pour perdre son humanité. La pluie battait toujours avec la même intensité, comme si le ciel lui-même s'acharnait à laver les rues de Lyon de toute trace d'ordre ou de calme. Les klaxons, les sirènes au loin et le fracas de l'eau formaient une cacophonie presque irréelle. Camille, déjà trempée jusqu'aux os, courut vers la voiture bloquée. C'était une berline noire haut de gamme, probablement une voiture de fonction, qui avait manifestement calé au beau milieu de l'intersection. Le conducteur,
Un homme en chemise blanche, désormais translucide sous l'averse, tentait maladroitement de la faire bouger. Il paraissait en colère, peut-être dépassé par la situation. Mais malgré son apparence distinguée, il semblait étrangement seul. Elle ne réfléchit pas. À ce moment précis, son instinct prit le dessus sur la logique. Elle attrapa le capot, qui s'était refermé sous le poids de la pluie, et le souleva d'un coup sec, l'aidant à le maintenir pendant que l'homme regardait rapidement le moteur. Il n'avait pas l'air de savoir ce qu'il faisait. Il la regarda, surpris de la voir là, cette jeune femme déjà ruisselante, sans même un parapluie, les mains noircies par la boue et les semelles déjà gorgées d'eau. « Vous allez être trempée », lui dit-il, presque comme un reproche, mais sans animosité. Elle répondit sans détour, la voix ferme malgré la pluie. « Je le suis déjà. Bougeons là avant qu'un accident ne se produise. » Ils échangèrent un regard bref. Elle se positionna à l'arrière de la voiture et commença à pousser. L'homme s'empressa d'entrer dans le véhicule pour passer au point mort. Et ensemble, dans une synchronisation maladroite mais résolue, ils réussirent à déplacer la berline sur le côté de la rue, la sortant de l'axe de circulation. Camille, haletante, repoussa une mèche de cheveux mouillés collée à son visage. L'homme sortit à nouveau du véhicule, ferma la portière d'un geste vif et s'approcha d'elle. Il semblait vouloir dire quelque chose, mais elle ne lui en laissa pas l'occasion. « Je suis désolé, je dois courir. »« Bonne chance, dit-elle rapidement, déjà en train de se remettre en marche. »« Attendez, dit-il en haussant un peu la voix pour couvrir le bruit de la pluie. « Je n'ai même pas... » Mais elle était déjà repartie. Elle avait regardé sa montre. Il était 8h19. Son cœur battait la chamade, non seulement à cause de l'effort, mais de l'angoisse qui revenait en force. Elle n'avait plus que quelques minutes et elle devait encore traverser 2 quartiers. L'homme, resté là sous la pluie, la regarda s'éloigner. Ses yeux la suivaient, intrigués. Il murmura quelque chose pour lui-même, mais personne ne l'entendit. Camille courait, chaque pas projetant de l'eau et de la boue sur ses jambes. Son tailleur, autrefois soigneusement repassé, était maintenant un tissu froissé et détrempé qui collait à sa peau comme une seconde couche froide. Le mascara qu'elle avait appliqué avec tant de soin avait coulé, traçant de fines lignes sombres sous ses yeux. Elle ressemblait plus à une survivante qu'à une candidate à un poste de bureau. Mais elle courait, encore, chaque pas animé par une volonté brute. En passant devant une vitrine, elle aperçut son reflet. Le choc fut brutal. Elle vit une femme échevelée, boueuse, trempée, au regard déterminé mais désespéré. Elle eut un instant de doute. Devait-elle vraiment continuer ? Devait-elle encore se présenter dans cet état ? Elle savait que l'apparence comptait, surtout dans une grande entreprise. Mais une autre pensée, plus forte, balaya toutes les hésitations. Elle n'avait pas le luxe de reculer. Arrivée enfin devant le grand bâtiment de verre et d'acier, le siège de Delacour Group, elle s'arrêta quelques secondes sous le porche, reprenant son souffle, tentant vainement d'essorer sa veste. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que les passants pouvaient l'entendre. Elle essuya ses mains sur son pantalon mouillé, remit en place sa coiffure aussi bien qu'elle le put et poussa la porte tournante. À l'intérieur, la température était radicalement différente. L'air climatisé, le sol en marbre clair, les lignes épurées de la réception. Tout respirait le pouvoir et l'ordre. Camille fit quelques pas sur le sol brillant, laissant derrière elle une traînée d'eau et de boue. La réceptionniste, une femme en tailleur beige impeccable, la fixa sans cacher sa surprise. « Bonjour, vous avez rendez-vous » Camille prit une inspiration, s'efforçant de paraître plus assurée qu'elle ne l'était. « Oui, Camille Moreau. Entretien à 8h30 pour le poste d'assistante administrative. » La réceptionniste consulta l'écran devant elle, sans dissimuler son scepticisme. « Très bien, c'est au 9e étage. L'ascenseur est au fond, sur la droite. » Camille remercia et se dirigea vers l'ascenseur. Elle pouvait sentir les regards dans son dos. Elle savait ce qu'il voyait, une candidate trempée, en retard, apparemment peu préparée. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était ce qu'il lui avait fallu surmonter juste pour arriver là. En montant dans l'ascenseur, elle croisa son reflet dans le miroir en inox. Elle tenta un sourire, mais celui-ci se brisa rapidement. La peur remontait. Elle essuya ses joues du revers de la main, ignorant les taches qu'elle laissait derrière. À chaque étage qui passait, elle sentait son courage s'effriter un peu plus. Quand les portes s'ouvrirent enfin au 9e étage, elle avança avec un mélange de résignation et de fierté blessée.
Elle savait qu'on la jugerait dès la première seconde, mais elle n'avait plus le choix. Elle allait affronter les regards, les remarques, les silences, et elle espérait que quelque part dans cette tour de verre, quelqu'un saurait voir au-delà de ses vêtements mouillés et de ses chaussures boueuses. Elle frappa doucement à la porte indiquée sur le mail de convocation. Une voix neutre lui répondit « Entrez ». Elle tourna la poignée, prit une profonde inspiration et entra dans la pièce où son destin allait peut-être se jouer. La poignée tourna lentement sous la main de Camille, dont les doigts étaient encore tremblants, soit à cause du froid, soit en raison de l'appréhension qui la submergeait. La porte s'ouvrit dans un léger grincement, révélant une vaste salle de réunion baignée par la lumière blanche des néons et encadrée de grandes baies vitrées donnant sur le ciel, encore assombri par la pluie. La pièce était impeccablement ordonnée, presque intimidante, comme si chaque centimètre carré avait été pensé pour souligner la puissance de l'entreprise. Au centre, une longue table en verre dépoli. Autour, 3 personnes, 2 femmes et un homme, toutes habillées avec une élégance stricte. Devant eux, des dossiers ouverts, des tablettes tactiles et des stylos de marque soigneusement alignés. Un écran était accroché au mur, affichant simplement le logo de Delacour Group. Camille s'arrêta un instant à l'entrée. Elle avait l'impression de salir le sol simplement en posant le pied. Son tailleur était encore détrempé. Les manches de sa veste gouttaient, et une trace brunâtre de boue maculait le bas de son pantalon. Ses cheveux, autrefois attachés, pendaient désormais en mèches sombres contre ses joues. Elle savait qu'elle n'était pas présentable, mais il était trop tard pour reculer. Elle entra dos droit et referma la porte derrière elle sans faire de bruit. « Bonjour », dit-elle d'une voix légèrement rauque. « J'ai rendez-vous pour l'entretien. Camille Moreau. » Un silence s'installa. L'une des femmes, au regard sévère derrière des lunettes fines, consulta rapidement sa tablette sans lever les yeux. L'autre femme, plus jeune, eut un petit mouvement de recul en voyant l'état de Camille, mais ne dit rien. L'homme, lui, était assis au bout de la table, de dos, absorbé par quelque chose sur son propre écran. Aucun des 3 ne répondit immédiatement. Le silence était pesant, amplifié par le bourdonnement discret du système de ventilation. Camille avança d'un pas, hésitante. « Je suis désolée pour mon apparence, il y a eu une panne dans les transports et une forte pluie. J'ai dû venir à pied. » Elle s'en voulait déjà d'avoir tenté de se justifier. Sa voix avait tremblé légèrement, trahissant son inconfort. Mais elle n'allait pas s'excuser d'avoir voulu honorer un rendez-vous malgré les circonstances. Elle s'était battue pour arriver jusqu'ici. Même trempée, même jugée, elle voulait être entendue. L'homme au bout de la table se retourna enfin. Camille sentit immédiatement quelque chose changer dans l'atmosphère. Il leva les yeux vers elle, et pendant une fraction de seconde, leurs regards se croisèrent. Elle se figea. Son cœur rata un battement. Il y avait dans ce visage quelque chose de familier, quelque chose qu'elle avait vu. Une demi-heure plus tôt, sous une pluie battante, à un carrefour, au milieu du chaos. C'était lui, l'homme à la voiture en panne. Le même regard, la même stature, la même chemise, bien qu'à présent sèche et repassée, elle ne dit rien, elle ne pouvait pas. Elle resta là, figée, alors qu'il l'observait sans émotion apparente. Ses yeux sombres la détaillaient avec une intensité déroutante. Elle chercha une trace de reconnaissance dans son regard, un signe qu'il se souvenait, mais il n'en montra aucun. Aucun sourire, aucune allusion. Rien. Comme s'ils ne s'étaient jamais croisés. « Mademoiselle Moreau », dit-il simplement. Sa voix était calme, posée, mais pleine d'autorité. Il ne commenta pas son apparence, ne fit aucun geste de surprise. Il hocha légèrement la tête vers une chaise libre en face de lui. « Prenez place, s'il vous plaît. » Camille s'exécuta, sans un mot. Elle sentit l'eau s'écouler de sa veste sur le siège en cuir. Elle croisa les mains pour les empêcher de trembler. La femme aux lunettes lui jeta un regard désapprobateur, sans cacher son malaise. Celle plus jeune semblait gênée. Mais l'homme, lui, ne la quittait pas des yeux. Elle n'arrivait pas à comprendre son expression. Était-ce de l'indifférence, de la surprise, de l'amusement? Il restait impassible, comme s'il évaluait silencieusement bien plus que ses compétences professionnelles. « Mademoiselle Moreau, reprit-il, nous allons commencer. Pourriez-vous, en quelques mots, nous parler de votre parcours et de ce qui vous amène ici aujourd'hui ?» Sa voix était posée, sans agressivité. Mais chaque mot semblait calculé, pesé. Camille se redressa, essaya de prendre une grande inspiration sans que cela paraisse trop visible, et commença. « J'ai obtenu un BTS en gestion administrative il y a 3 ans. Depuis,
J'ai travaillé dans plusieurs petites structures, des missions courtes, souvent en intérim. J'ai postulé ici parce que je recherche une opportunité stable, mais aussi un environnement où je pourrais évoluer. Je suis très motivé et je sais m'adapter aux situations difficiles. » Ces mots sortaient avec une fluidité inattendue, malgré la pression. Elle ne jouait pas un rôle. Elle disait la vérité, nue, sans détour. C'était tout ce qu'elle avait à offrir. L'homme resta silencieux un instant, puis pencha légèrement la tête. « Et vous pensez que se présenter dans cet état est un signe d'adaptation ou de négligence ?» Camille sentit une vague de chaleur monter à ses joues. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Il ne souriait pas, ne semblait pas moqueur. C'était une vraie question posée avec un sérieux troublant. Elle inspira lentement. « Je pense que c'est un signe de persévérance. J'aurais pu faire demi-tour. Mais j'ai estimé que l'engagement que j'avais pris valait qu'on me voie, même dans ces circonstances. Peut-être que ce n'est pas l'image que vous attendez d'une assistante, mais c'est celle d'une femme qui ne recule pas. » Un silence s'installa à nouveau. Cette fois, il n'était pas hostile. Les deux autres membres du jury semblaient déconcertés par la tournure que prenait l'entretien. L'homme, lui, la regardait toujours. Son regard n'avait pas changé, mais quelque chose flottait désormais entre eux. Un lien ténu, silencieux, mais bien réel. Camille le sentait sans pouvoir l'expliquer. Elle ne savait pas s'il allait jouer en sa faveur ou précipiter son élimination. « Très bien, dit-il enfin. Nous allons poursuivre. » Et l'entretien continua, sans jamais faire référence à la scène sous la pluie, comme si rien ne s'était passé, comme s'ils n'étaient que deux inconnus dans une salle de réunion. Mais Camille savait, au fond d'elle, que quelque chose d'invisible s'était noué, et que cette matinée allait changer bien plus que son avenir professionnel. Le cliquetis discret d'un stylo que l'une des femmes faisait tourner entre ses doigts fut le seul son qui interrompit brièvement le silence qui s'installa après les premières réponses de Camille. Elle était toujours assise là, droite, malgré l'humidité de ses vêtements, les jambes croisées avec une retenue qui trahissait son inconfort. La pièce semblait l'observer, plus encore que ses interlocuteurs. Le verre froid, les murs lisses, l'éclairage clinique, tout paraissait amplifié par la tension suspendue dans l'air. Elle n'osait pas bouger, comme si un geste de trop allait faire s'effondrer l'équilibre instable de la scène. L'homme assis au bout de la table, qu'elle avait reconnu avec certitude comme celui qu'elle avait aidé dans la rue, se redressa légèrement dans son fauteuil. Il appuya ses mains à plat sur la table, fit glisser une tablette vers lui et la consulta en silence. Camille l'observait du coin de l'œil, sans oser le fixer ouvertement. Son visage ne trahissait rien, pas même un souvenir. Il la scrutait avec une concentration clinique, presque dérangeante, et cela la déstabilisait plus que s'il l'avait ignorée. « Mademoiselle Moreau, dit-il enfin, pouvez-vous me dire comment vous réagissez face à une situation qui échappe à votre contrôle ?» La question résonna étrangement, comme une énigme volontairement posée pour la piéger. Mais Camille ne recula pas. Elle inspira calmement. « Je ne cherche pas à tout contrôler. Je cherche à comprendre ce qui m'échappe pour y faire face au mieux. Il n'y a pas toujours de solution idéale, mais il y a toujours une réaction possible. » Un bref silence suivit. Cette fois, ce fut la femme plus jeune qui prit la parole, visiblement pour sortir de l'ombre pesante de leur supérieur. « Vous parlez d'adaptation, mais dans un poste comme celui-ci, il s'agit aussi de représentation. Vous devrez rencontrer des partenaires, coordonner avec des cadres supérieurs. Comment pensez-vous être perçu dans un tel contexte ?» Camille tourna la tête vers elle. La remarque était subtilement déguisée, mais visait clairement son apparence du moment. Elle ne sourit pas, ne se défendit pas. Elle répondit posément « Aujourd'hui, je ne suis pas dans des conditions idéales. Mais vous ne pouvez pas me juger sur ce moment unique, qui ne représente en rien la manière dont je me présente au quotidien. Mon professionnalisme ne dépend pas de ma tenue, mais de ma rigueur et de ma constance. J'ai choisi de venir malgré la tempête. Cela, je crois, en dit plus sur moi que n'importe quel tailleur sec. » L'homme leva les yeux vers elle, lentement. Il ne prit pas de notes, ne réagit pas visiblement, mais Camille sentit que ses paroles avaient trouvé un écho, imperceptible mais réel. Il croisa les doigts sous son menton et la fixa longuement. Puis, il changea de registre. « Dites-moi ce que vous considérez comme votre plus grande faiblesse. » Camille ne s'attendait pas à une question aussi classique venant de lui, surtout après les précédentes qui avaient été presque philosophiques. Mais elle comprit que la banalité de la question était elle-même un test. « J'ai tendance à vouloir tout résoudre seul,
Parfois, j'attends trop avant de demander de l'aide. C'est une forme de fierté peut-être, mais j'y travaille. J'apprends à faire confiance, à déléguer. J'ai compris que la force d'un travail ne repose pas sur un seul pilier, mais sur l'équilibre de l'équipe. Cette réponse sembla satisfaire, ou du moins ne pas susciter d'objection. La femme aux lunettes écrivit quelque chose sur sa tablette. L'homme, lui, posa enfin sa tablette à plat, se redressa davantage et s'exprima d'une voix plus grave, comme s'il souhaitait reprendre le contrôle total de la conversation. Nous recevons des dizaines de candidatures par semaine. La plupart des candidats arrivent à l'heure habillés selon les normes, certains avec des lettres de recommandation impressionnantes. Pourquoi devrions-nous vous choisir, vous, avec ce que vous appelez votre persévérance? Camille sentit sa gorge se nouer un instant. La question était directe, brutale même, et résonnait comme un jugement déguisé. Mais elle ne recula pas, parce que je n'ai rien à vous offrir d'artificiel. Je n'ai pas de relation. Je n'ai pas un parcours parfait. Mais je suis là, aujourd'hui, devant vous, avec toute mon honnêteté, mon énergie et ma volonté de travailler dur. Je suis fiable. Et je ne vous oublierai jamais si vous me donnez une chance. Pas parce que vous m'auriez sauvé, mais parce que vous m'auriez regardé sans mépris, là où beaucoup voient juste une ligne de plus dans un CV mouillé. Un silence total s'installa. Cette fois, même les femmes autour de la table semblaient troublées. L'homme se leva lentement, fit quelques pas vers la fenêtre, les mains dans les poches. Il observait la pluie qui continuait de tomber sur Lyon. De là où elle était, Camille ne pouvait voir son visage, seulement son dos droit, figé. Il resta ainsi plusieurs longues secondes. Lorsqu'il se retourna enfin, il s'adressa aux deux collaboratrices sans regarder Camille. « C'est tout pour aujourd'hui. Merci. » Puis il regarda Camille brièvement. « Nous vous contacterons. » Elle hocha la tête, se leva, ramassa son sac mouillé et sortit sans mot dire. En refermant doucement la porte derrière elle, elle sentit ses jambes trembler. Elle n'avait aucune idée de ce qui venait de se passer. Rien ne ressemblait à un entretien classique. Elle avait l'impression d'avoir été disséquée, évaluée comme on examine une pièce rare, mais sans jamais savoir si l'on est devant un trésor ou un objet sans valeur. Dans l'ascenseur, elle s'appuya contre la paroi, le souffle court. Une sensation étrange l'envahissait. Elle n'avait pas brillé. Elle n'avait pas impressionné par des chiffres ou des anecdotes prestigieuses. Mais elle avait été vue. Peut-être, ou peut-être pas. Le doute rongeait déjà la confiance qu'elle avait réussi à maintenir tant bien que mal pendant l'entretien. Tandis que les étages défilaient à rebours, elle repensait au regard de cet homme, à sa voix, à la neutralité apparente de ses gestes. Et elle se demanda pour la première fois si ce silence final ne cachait pas quelque chose de bien plus complexe qu'un simple refus poli. Camille descendit du 9e étage avec le cœur serré. L'ascenseur s'ouvrit sur le rez-de-chaussée dans un tintement discret et elle traversa le hall en évitant le regard de la réceptionniste, toujours postée derrière son bureau. Son passage fut une fois de plus accompagné de quelques chuchotements, de regards à peine voilés d'étonnement ou de désapprobation. Elle sortit dans la rue toujours humide, mais la pluie avait ralenti, réduite à une bruine fine. Le vent, lui, était toujours là, glaçant, tranchant, comme pour la garder éveillée, consciente du moment qu'elle venait de vivre. Elle marcha sans réfléchir, les pieds douloureux, les vêtements alourdis d'eau, ses pensées en désordre. Le visage de l'homme, ce regard scrutateur et pourtant insondable, occupait tout l'espace de son esprit. Il ne l'avait pas ignoré, mais pas non plus reconnu ouvertement. Il ne l'avait ni humilié, ni soutenu clairement. Il avait posé des questions précises, presque personnelles, comme s'il cherchait à sonder son âme plutôt qu'à évaluer ses compétences. Et ce silence à la fin, ce simple « nous vous contacterons » résonnait encore, comme une porte entrebâillée, qu'on ne savait jamais si l'on devait pousser ou laisser fermer. Mais le plus étrange, ce fut ce moment fugace, presque imperceptible, lorsqu'elle avait parlé de ne rien avoir à offrir d'artificiel. Il avait légèrement levé le coin des lèvres. Ce n'était pas un sourire de politesse, ni un rictus moqueur. C'était un signe de compréhension ou de surprise peut-être, un sourire humain, bref, mais réel. Et c'était ce souvenir-là qui resta imprimé en elle plus que toutes les paroles échangées. Le lendemain matin, elle se réveilla fatiguée, le corps endolori mais déterminée à reprendre sa recherche d'emploi. Elle n'attendait pas de miracle. L'entretien chez Delacour Group, aussi étrange et intense fut-il, n'était peut-être qu'un de plus parmi ceux qu'elle avait ratés. Elle s'apprêtait à relancer des candidatures
à mettre à jour son CV, quand son téléphone vibra. Un numéro inconnu s'afficha à l'écran. Son cœur accéléra légèrement, mais elle se força à rester calme avant de décrocher. « Allô ? Bonjour, mademoiselle Moreau. Ici Sophie Bertrand, du service des ressources humaines de Delacour Group. Je vous appelle suite à votre entretien d'hier. » Camille se redressa immédiatement sur son lit, l'oreille tendue. « Oui, bonjour, » répondit-elle, la voix légèrement tendue. « Le comité a décidé de vous proposer une période d'essai d'1 semaine. Vous serez assigné à un projet en cours, directement sous la supervision de M. Alexandre Delacour. » Le nom claqua dans son oreille comme un orage silencieux. Elle s'efforça de garder sa voix posée. « J'accepte, bien sûr. Merci beaucoup pour cette opportunité. Vous commencerez lundi à 8 heures. Merci d'être ponctuel. Une confirmation vous sera envoyée par mail dans les prochaines minutes. » L'appel se termina et Camille resta un moment immobile, le téléphone toujours dans la main. Le nom venait d'être prononcé à haute voix. Alexandre Delacour, le président du groupe. Le même homme qu'elle avait aidé sous la pluie, qui ne s'était pas présenté pendant l'entretien, mais qui l'avait regardé comme s'il l'évaluait au-delà de tout critère conventionnel. Elle aurait dû comprendre qu'un simple cadre ne poserait pas de telles questions, avec autant d'autorité. Mais elle n'avait pas imaginé un instant avoir face à elle le dirigeant de l'entreprise. La nouvelle la laissa songeuse. Pourquoi lui avait-il tendu cette main, alors que tant d'autres l'auraient éliminée dès la réception? Était-ce par curiosité, par reconnaissance muette, ou par désir de la tester plus encore? Quoi qu'il en soit, elle avait accepté, et elle ne comptait pas échouer. Le lundi arriva. Camille choisit avec soin une tenue sobre, professionnelle, repassa chaque pli, coiffa ses cheveux avec précision et arriva devant le bâtiment avec 20 minutes d'avance. Cette fois, la réceptionniste la reconnut immédiatement et lui adressa un regard différent, non plus surpris ou moqueur, mais neutre, presque respectueux. « 9e étage, mademoiselle Moreau. Monsieur Delacour vous attend dans son bureau. » Elle prit l'ascenseur, le cœur battant vite, les paumes moites malgré l'air frais. À la sortie, une assistante l'accompagna jusqu'à une porte imposante, en verre dépoli, marquée seulement par une plaque discrète. « Direction générale ». Elle frappa. Une voix grave répondit « Entrez ». Elle entra et le vit. Debout près de la fenêtre, tournant le dos à la pièce, les mains croisées dans le dos, Alexandre Delacour observait Lyon en silence. Il se retourna lentement en entendant ses pas. Son visage, toujours impassible, se détendit légèrement en la voyant. Il ne sourit pas, mais quelque chose dans son regard n'avait rien de dur. Il la détailla, de la tête aux pieds, comme pour vérifier qu'elle était bien là, entière, déterminée. « Mademoiselle Moreau, bienvenue chez Delacour Group. » Sa voix posée n'exprimait ni chaleur ni froideur. C'était une simple constatation. Camille inclina légèrement la tête. « Merci, monsieur Delacour, je suis prête. » Il désigna une chaise en face de son bureau. « Nous avons 1 semaine pour voir si votre détermination vaut autant que vous le prétendez. Vous allez m'assister sur un projet sensible. Vous aurez accès à des données importantes. Je n'attends pas de vous que vous sachiez tout. J'attends que vous sachiez apprendre. » Camille hocha la tête, sérieuse. « Je comprends. » Il s'assit à son tour, ouvrit un dossier et commença à lui expliquer les tâches. Il parlait d'un ton égal, précis, sans jamais hausser la voix, mais chaque mot avait du poids. Camille notait tout, attentive, concentrée. Il ne lui facilita rien, ne lui donna aucune consigne vague, aucun indice sur ce qu'il pensait d'elle. Mais elle remarqua un détail. À la fin de leur échange, alors qu'elle s'apprêtait à sortir du bureau pour commencer la première tâche, il leva brièvement les yeux de son écran. Une dernière chose. Elle s'arrêta, se retourna. « Ce que vous avez fait sous la pluie, peu l'auraient fait. » Il ne développa pas, ne chercha pas à créer un moment d'émotion, mais dans sa voix, cette fois, il y avait autre chose. Une reconnaissance sèche, mais sincère. Et dans ce regard qui l'avait tant troublée, elle crut entrevoir, juste un instant, le même sourire discret que celui de l'entretien. Pas un sourire d'homme puissant, un sourire d'homme touché peut-être. Elle quitta le bureau sans répondre, les épaules plus droites qu'à son arrivée. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne doutait plus d'être exactement à la place qu'elle méritait. Le premier jour de Camille, en tant qu'assistante temporaire au sein du projet dirigé par Alexandre Delacour, avait été dense, technique, sans interruption inutile. Elle avait été confrontée à des documents complexes, à des échéances serrées et à des exigences de rigueur qui ne laissaient aucune place à l'amateurisme. Pourtant, elle avait tenu bon.
Elle avait absorbé les informations, pris des notes claires et effectué chaque tâche avec méthode, consciente que le moindre faux pas pourrait ruiner cette chance fragile qui s'était présentée à elle contre toute attente. Lorsque l'horloge numérique de son écran afficha 18h45, Camille sentit pour la première fois la tension relâcher un peu son emprise. Le bureau s'était vidé progressivement. Les collaborateurs s'étaient éparpillés dans les ascenseurs ou vers les escaliers en se souhaitant une bonne soirée. Elle rassembla ses affaires, rangea soigneusement son poste de travail et quitta le bureau silencieusement, sans déranger personne. Dans le couloir vitré qui menait aux ascenseurs, elle aperçut son reflet, le tailleur légèrement froissé, les cheveux attachés en queue basse, les cernes discrets. Elle avait l'air fatiguée, mais pas brisée. Juste concentrée, ancrée dans un quotidien exigeant qui ne la ménageait pas. En appuyant sur le bouton d'appel de l'ascenseur, elle entendit des pas rapides derrière elle. 2 employés, un homme et une femme dans la trentaine, visiblement issus des services marketing ou communication, à en juger par leur tenue plus détendue et leurs badges aux couleurs différentes, s'approchèrent et s'arrêtèrent non loin d'elle. Ils continuèrent une conversation déjà entamée, sans remarquer qu'elle les entendait parfaitement. « Tu l'as vue aujourd'hui » demanda l'homme en ricanant. « La petite nouvelle, celle qui a débarqué trempée comme un chien l'autre jour. »« Bien sûr que je l'ai vue » répondit la femme avec un sourire en coin. « Tout le monde en parle. Personne ne comprend ce qu'elle fiche là. Sérieusement, on est chez Delacour, pas dans une maison de quartier. » L'homme éclata d'un petit rire contenu. « Et devine quoi ? Elle bosse directement avec lui, le patron. Genre pas un cadre intermédiaire, non. Lui, comme si elle était tombée du ciel. » La femme prit une voix faussement dramatique. « Ou alors elle a quelque chose qu'on ignore, une histoire qu'on ne nous a pas racontée. Tu crois qu'elle est sa nièce cachée ou une sorte de projet caritatif personnel ?» Ils rirent tous les deux, sans se rendre compte que Camille était là, à moins d'1 mètre. Elle restait de profil, les yeux fixés sur les chiffres rouges de l'écran qui indiquaient les étages. Elle ne bougea pas, ne montra aucun signe d'agacement. Mais à l'intérieur, une brûlure montait doucement. Pas de la colère. Non, elle en avait connu d'autres. C'était une déception froide, une forme de lassitude. Elle savait qu'on parlerait d'elle. Elle savait qu'elle ne ressemblait à aucune des recrues classiques. Elle n'avait pas leur réseau, leur assurance, leur diplôme prestigieux. Mais elle n'avait pas besoin qu'on lui rappelle ce qu'elle savait déjà. Ce qui la dérangeait, c'était le ton. Cette facilité avec laquelle ils avaient résumé son existence à une anomalie, à une distraction dans un système bien huilé. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent dans un souffle discret. Les 2 collègues entrèrent en continuant à chuchoter, sans se soucier d'elle. Camille les suivit, se plaça dans le coin opposé et resta droite, immobile, le regard fixé sur la porte qui se refermait lentement. Le silence s'installa, tendu, électrique. L'homme la regarda alors, la reconnut. Ses yeux s'agrandirent brièvement, mais il ne dit rien. La femme évita de croiser son regard, rougissant légèrement. Aucun d'eux ne s'excusa. Camille sentit la tension redescendre dans ses épaules. Elle ne leur ferait pas le plaisir d'une réaction. Elle avait appris depuis longtemps que les jugements hâtifs ne méritèrent pas toujours d'être combattus. La meilleure réponse était la constance, le sérieux, l'élégance dans le silence. Arrivée au rez-de-chaussée, elle sortit sans un mot. Elle marcha dans le hall, salua poliment la sécurité et franchit les portes automatiques. La nuit était tombée sur Lyon. Les rues luisantes reflétaient les lumières des lampadaires et des phares. Elle respira profondément, l'air frais. Il ne pleuvait plus, mais l'humidité restait suspendue comme un souvenir du chaos de l'autre jour. Elle marcha lentement vers l'arrêt de tramway, cette fois fonctionnel, croisant des passants pressés, absorbés par leur téléphone ou leurs pensées. Assise dans le tram quelques minutes plus tard, elle repensa à leur conversation dans l'ascenseur. Elle aurait pu se sentir diminuée, humiliée, déstabilisée. Mais au contraire, quelque chose d'autre grandissait en elle. Un feu discret, une flamme sourde. Elle savait qu'elle n'avait été choisie ni par hasard ni par charité. Alexandre Delacour n'était pas homme à s'attacher à des détails futiles. Il avait vu quelque chose chez elle, une force peut-être, une honnêteté rare, ou simplement une étincelle de cette faim silencieuse que portent ceux qui n'ont jamais reçu quoi que ce soit sans se battre. En arrivant chez elle, elle trouva sa grand-mère endormie dans le fauteuil, la télévision encore allumée. Elle s'agenouilla doucement,
lui couvrit les jambes avec un plaid, puis se dirigea vers la cuisine pour préparer quelque chose de chaud. Pendant qu'elle faisait chauffer de l'eau, elle consulta ses notes, révisa les informations du projet du lendemain et structura dans sa tête les points qu'elle voulait aborder. Demain serait une nouvelle journée, une autre chance de prouver qu'elle n'était pas une anomalie, mais une évidence. Elle savait que les regards allaient persister, les doutes, les murmures dans les couloirs, mais elle avait traversé des tempêtes plus violentes que des jugements dans un ascenseur. Elle n'avait pas besoin de plaire à tous, seulement de continuer à mériter la confiance qu'on lui avait accordée, même si celle-ci restait voilée de mystère. Elle se promit, en s'installant à sa petite table avec son bol fumant entre les mains, de ne jamais répondre à la moquerie par la colère, mais par l'excellence. Parce que, dans cet univers froid et compétitif, il n'y avait pas de place pour l'indignation. Il n'y avait que l'efficacité, la constance et la preuve, et cela elle le livrerait sans faille, jour après jour. Le mercredi matin, 2 jours après le début de sa période d'essai, Camille se tenait déjà à son poste à 7h50. Son bureau, installé temporairement à l'extérieur du bureau directorial d'Alexandre Delacour, était sobre, fonctionnel, sans décoration personnelle. Elle n'avait pas encore pris le risque d'installer quoi que ce soit de trop intime. Tout dans cet environnement lui rappelait que sa présence ici restait provisoire, suspendue à la moindre faille qu'on pourrait lui attribuer. Elle arrivait chaque jour plus tôt, partait plus tard, ne prenait ses pauses que si cela ne retardait aucune tâche en cours. Ses journées étaient rythmées par des instructions brèves, des corrections précises, des silences lourds. Delacour ne s'attardait jamais sur le personnel, ne posait aucune question sur sa vie, son parcours ou ses impressions. Il parlait de résultats, d'objectifs, de priorités. Et Camille, malgré la pression constante, apprenait vite. Ce matin-là, elle avait finalisé un rapport intermédiaire demandé la veille à la dernière minute. Elle le glissa dans une pochette cartonnée et s'apprêta à le déposer sur le bureau d'Alexandre. La porte était entr'ouverte, signe qu'il était disponible. Elle entra, annonça doucement sa présence, posa le dossier et s'apprêta à ressortir. Mais il leva soudain la tête. « Attendez, dit-il. » Elle se figea, la main encore sur la poignée. « Vous avez 1 minute ?» Elle hocha la tête et fit demi-tour. Fermez la porte. Elle s'exécuta, un peu surprise. Il désigna la chaise devant son bureau. Elle s'y assit, gardant le dos droit, attentive. « J'ai reçu un appel ce matin de l'un de nos partenaires stratégiques. Ils ont un besoin urgent de coordination sur un volet du projet Atria. L'équipe en place est débordée. J'ai proposé que vous preniez en charge le suivi logistique et administratif pendant les 3 prochains jours. » Camille écoutait en silence, la mâchoire légèrement crispée, concentrée sur chaque mot. Il ne s'agissait pas d'une simple mission. Le projet Atria était un programme d'innovation énergétique à visibilité internationale, l'un des plus ambitieux du groupe. Être affecté à un rôle dans ce cadre, même limité, n'était pas une tâche anodine. Il s'agira principalement de consolider les données, d'assurer les comptes rendus et de faire l'interface avec les interlocuteurs internes. Ils ne savent pas que vous êtes en période d'essai, dit-il calmement. Ils n'ont pas besoin de le savoir. Vous serez autonome. Je veux des points de situation chaque soir à 19h. Si vous avez une difficulté, vous venez me voir. Sinon, je veux que ça roule. Il la fixa un instant. Elle perçut dans son regard une nouvelle intensité, comme s'il attendait de voir si elle allait refuser ou se rétracter. « Je comprends, répondit-elle. Je prends cette mission très au sérieux. Je ne vous décevrai pas. » Il ne répondit rien, hocha simplement la tête, puis retourna à l'écran devant lui, déjà absorbé par une autre tâche. Camille se leva, salua brièvement et quitta le bureau, le cœur battant à tout rompre. À peine sortie, elle ouvrit son carnet et nota immédiatement les points à traiter. Il n'y avait pas de place pour la panique. Il fallait structurer, planifier, anticiper. Elle se plongea dans les dossiers, récupéra les documents de référence, entra en contact avec les 3 responsables du projet et organisa les priorités. La charge de travail s'intensifia brusquement. Les mails affluaient, les appels se multipliaient. Elle fut convoquée dans plusieurs réunions de coordination où certains la regardèrent avec une certaine circonspection, visiblement peu informée de son rôle. Mais Camille ne se laissa pas impressionner. Elle s'en tint aux faits, précisa les attentes, écouta avec attention, prit des notes structurées et proposa des solutions logistiques claires. Elle s'imposa sans arrogance, avec une rigueur qui, au fil des heures, força le respect.
Certains commencèrent à lui adresser des questions directement, d'abord simples, puis de plus en plus techniques. Elle répondait avec prudence, parfois admettait ne pas avoir encore la réponse, mais promettait de la trouver et tenait parole. Le soir venu, elle frappa à nouveau à la porte de Delacour à 19 heures précises. Il l'invita à entrer sans lever les yeux. Elle s'assit et déroula le compte-rendu de la journée. Il écoutait en silence, ponctué parfois d'un hochement de tête ou d'un bref commentaire. À la fin, il posa une simple question. « Ils vous prennent au sérieux ?» Au début, non, mais ça change. Il haussa un sourcil presque imperceptiblement, puis hocha la tête. « Bien, continuez. » Le lendemain et le surlendemain suivirent le même rythme. Camille commençait à ressentir les effets de la fatigue. Les nuits écourtées, les repas sautés, les tensions dans les épaules. Mais elle tenait. Elle avançait, sans plainte. Lorsqu'elle rentrait chez elle, tard dans la soirée, elle s'asseyait parfois quelques minutes sur le petit balcon de l'appartement, regardait les lumières de la ville et se demandait comment elle était arrivée là, dans cette position si improbable. Mais jamais elle ne se laissait aller à l'euphorie ou à la nostalgie. Ce n'était pas le moment. Il fallait tenir encore. Le vendredi matin, alors qu'elle s'apprêtait à relancer un des interlocuteurs externes, son téléphone professionnel vibra. Numéro interne. Elle décrocha immédiatement. « Camille Moreau ? Oui ? Monsieur Delacour vous demande dans son bureau. » Immédiatement. Elle remercia et se leva, les mains moites malgré elle. Elle traversa le couloir, frappa doucement, entra après avoir été invitée. Il était là, assis, les mains croisées sur le bureau. Cette fois, il ne regardait pas son écran. Il la regardait, elle. « Asseyez-vous, dit-il. » Elle obéit, le souffle court. « Le client avec qui vous avez travaillé sur Atria m'a rappelé ce matin. Il a parlé de vous. En bien. Il a été très clair. Il a dit que vous étiez précise, efficace, claire. Il pensait que vous étiez déjà dans l'entreprise depuis des mois. » Camille ne répondit rien. Elle n'osait même pas sourire. « Vous aviez une semaine pour me convaincre. C'est fait. Vous restez. » Elle sentit son ventre se nouer, ses doigts s'accrocher au bord de la chaise. « Merci. Ce n'est pas un cadeau, Moreau. C'est une responsabilité. Ne vous relâchez pas. » Elle hocha la tête, la voix serrée. « Je ne me relâcherai pas. » Il se leva, lui tendit une feuille imprimée, une confirmation écrite de son intégration dans l'équipe projet pour une durée indéterminée. Elle la prit, la lut rapidement et sentit une vague de soulagement mêlée à une tension nouvelle. Elle ne se battait plus pour entrer. Elle allait devoir prouver chaque jour qu'elle méritait d'y rester. Mais au fond d'elle, un fil ténu de fierté se tendait, discret mais solide. Elle n'avait pas été choisie pour faire jolie. Elle avait été choisie parce qu'elle avait tenu, parce qu'elle avait fait plus que survivre. Elle avait agi. Et maintenant, elle allait construire. À partir du lundi suivant l'annonce de sa titularisation dans l'équipe, Camille découvrit un nouveau visage de l'entreprise. Ce ne fut plus la curiosité distante des premiers jours, ni même la moquerie voilée qu'elle avait perçue dans les ascenseurs. Ce qui s'installa désormais autour d'elle fut un mélange de suspicion, de murmures, d'hostilité passive. Être désormais officiellement intégrée dans un projet majeur et surtout placée sous la supervision directe d'Alexandre Delacour faisait d'elle une cible évidente. Pour certains, elle représentait une anomalie injustifiée, une preuve que les règles ne s'appliquaient pas à tout le monde. Pour d'autres, elle était devenue un objet de jalousie, une intruse dans un monde où chacun pensait avoir mérité sa place par des voies plus traditionnelles. Les regards qu'on lui lançait dans les couloirs avaient changé, plus froids, plus directs. Les conversations cessaient parfois lorsqu'elle entrait dans une pièce. Lorsqu'elle posait une question ou demandait un dossier, les réponses arrivaient, mais souvent tardivement, avec des soupirs à peine dissimulés. Dans les réunions, on la coupait parfois, ou l'on reformulait ses idées comme si elles n'avaient été que des esquisses floues, nécessitant clarification par un collègue plus expérimenté. Camille ne répondait pas. Elle observait, encaissait et redoublait de rigueur. Chaque note envoyée était irréprochable. Chaque fichier qu'elle traitait était structuré, sourcé, revu 3 fois. Elle restait polie, concise, disponible. Elle refusait de céder à la provocation ou à la lassitude. Ce n'était pas la première fois qu'elle devait faire ses preuves dans un environnement hostile. Mais cette fois, l'enjeu était plus grand. Elle ne se battait pas seulement pour un poste.
Elle se battait pour prouver qu'elle n'avait pas été choisie par hasard, ni par pitié, ni par caprice. Le plus difficile pourtant n'était pas l'attitude de ses collègues, c'était la distance d'Alexandre Delacour. Depuis l'annonce officielle de sa titularisation, il avait repris une posture encore plus formelle. Il ne la regardait presque jamais. Il lui parlait uniquement dans le cadre de ses fonctions, avec des phrases courtes, des consignes précises. Il ne faisait jamais référence à leurs échanges précédents, ni à ce qu'elle avait accompli. Il ne félicitait pas, ne critiquait pas. Il observait, écoutait et se taisait. Camille n'en attendait pas des gestes chaleureux, mais cette froideur méthodique l'ébranlait plus qu'elle ne voulait se l'avouer. Elle se surprenait parfois à vouloir une validation, un signe qu'il la soutenait malgré le silence ambiant. Mais elle n'en reçut aucun. Pas une remarque sur son intégration, pas un mot sur les remarques des autres employés. C'était comme si elle était redevenue invisible, utile tant qu'elle était performante, absente dès qu'elle ne parlait pas. Le mardi, elle reçut un mail sec d'un collègue du service logistique, lui indiquant que ses demandes de matériel de coordination de projet n'étaient pas prioritaires. Elle répondit avec calme, joignant la demande validée par Delacour en pièces jointes. Aucune excuse ne vint. Le matériel arriva le surlendemain, sans un mot. Le jeudi, elle tenta d'échanger avec une assistante du service juridique pour vérifier un contrat en cours, mais on lui répondit que les validations de niveau supérieur devaient passer par d'autres canaux. Elle dut revenir vers Delacour, obtenir un mail de sa part en copie pour enfin débloquer le dossier. Chaque pas était une lutte contre une inertie organisée. En fin de semaine, après plusieurs journées intenses, elle fut convoquée à une réunion de revue d'avancement du projet Atria. Une dizaine de personnes étaient représentées, dont plusieurs cadres intermédiaires. Camille prit place sans un mot, ouvrit son dossier et attendit que la réunion commence. Dès les premières minutes, elle sentit le climat tendu. Les responsables techniques posèrent des questions rapides. Les discussions s'enchaînaient sans que personne ne lui adresse directement la parole. Lorsqu'elle intervint pour rappeler une échéance de livraison oubliée, un des chefs de section se permit un sourire ironique. « Merci, mais nous connaissons notre calendrier, dit-il avec une pointe de condescendance. Camille ne broncha pas. « Je le sais, monsieur. Je me permettais simplement de rappeler que le rapport client mentionne cette date et que nous n'avons pas encore communiqué d'ajustement formel. » Le silence fut bref, mais net. Personne ne répondit. La réunion reprit, mais les échanges furent plus structurés. Elle avait visé juste, sans hausser le ton. Elle avait gagné un petit fragment de terrain, mais elle savait que cela ne suffirait pas. Le vendredi matin, alors qu'elle arrivait plus tôt que d'habitude, elle surprit une conversation entre deux collègues dans la salle de pause. Elle ne chercha pas à écouter, mais n'eut pas besoin de tendre l'oreille pour comprendre. Ils parlaient d'elle. Encore. L'un disait qu'elle était protégée, l'autre qu'elle finirait par tomber, comme tous ceux qu'on propulsait trop vite. Elle entra dans la pièce sans rien dire, se servit un café, puis les salua avec un calme parfait. Les deux baissèrent les yeux, murmurèrent un vague bonjour. Elle sortit et retourna à son bureau, décidée à transformer leur hostilité en levier. Elle commença alors à travailler plus étroitement avec les équipes qu'on disait difficiles. Elle proposa son aide pour des tâches ingrates, offrit de prendre en charge certaines relectures fastidieuses. Elle resta en retrait lors des réunions, mais envoyait toujours un compte rendu précis, clair en fin de journée. Certains commencèrent à lui répondre plus vite, d'autres la remercièrent brièvement. Lentement, la glace bougeait, fondait par endroits. Pas assez pour la réchauffer, juste assez pour lui permettre de respirer. Le vendredi soir, alors qu'elle se préparait à quitter le bureau, elle trouva une enveloppe sur son clavier. Pas de nom, pas de signature. Elle l'ouvrit, à l'intérieur un post-it avec une seule phrase écrite à la main. « Continue comme ça, certains le voient. » Aucun indice sur l'auteur. Elle regarda autour d'elle, mais le plateau était déjà vide. Elle rangea le message dans son sac sans mot dire. Elle ne savait pas si c'était sincère ni si c'était une tentative de manipulation, mais elle choisit d'y croire, juste assez pour continuer à avancer. Le week-end arriva. Elle passa le samedi à s'occuper de sa grand-mère, à ranger l'appartement, à cuisiner. Elle ne parla pas de ses difficultés, elle ne parla pas non plus de la note anonyme. Elle se contenta de lire, de réviser ses dossiers, de se préparer mentalement pour la semaine suivante. Elle savait que rien ne serait donné. Elle n'attendait plus d'être acceptée. Elle voulait seulement continuer à mériter d'être là. Parce que cette place, elle ne l'avait pas volée. Elle l'avait construite à chaque instant, dans le silence et l'effort.
Durante a segunda semana de sua integração oficial na equipe do Delacour Group, Camille Moreau sentiu que a rotina começava a se assentar. As tarefas programadas, os relatórios diários, as interfaces com a equipe e os parceiros externos. Porém, embora tudo parecesse estabilizar-se, havia algo de instável no interior do edifício de vidro. Um arquivo ancien, relégué, pouco consultado, cheio de dossiers jaunis et poussiéreux, qui attira son attention au détour d'une journée de travail particulièrement chargée. Na manhã de quarta à jeudi, elle fut invitée à rejoindre le service archivage, chargé de trier les documents d'un secteur secondaire du projet Atria. Cette mission ne figurait pas à son planning initial. C'était un tri raisonnablement délégué, souvent négligé. On la dirigea vers un couloir discret au 4e étage, derrière un ascenseur rarement utilisé, où les portes étaient marquées « Archives internes ». Elle pénétra dans une salle aux murs blanchis par le temps, remplie d'étagères métalliques alignées, sur lesquelles reposaient des classeurs, des boîtes en carton, des dossiers ficelés. L'air était dense, chargé d'odeurs de vieux papier et de colle sèche. Personne ne s'y trouvait sinon un employé âgé, affairé à la numérisation d'archives audiovisuelles. Camille reçut une pile de boîtes à trier. Projet, développement intersite, personnel externe, confidentiel. Elle commença par la catégorie personnel externe, comme indiqué. Les boîtes s'ouvraient sur des fiches, des courriers internes, des listings de personnes ayant travaillé pour le groupe plusieurs années auparavant. Tout semblait banal, sauf une armoire plus haute, au fond de la pièce, fermée à clé. L'employé lui montra la clé, visible suspendue au mur. « Boîte archive X, accès restreint », dit-il d'un geste sec. On lui indiqua de ne rien manipuler sans autorisation. Elle acquiesça, calant la clé dans sa poche, puis continuant à trier. Mais un détail l'arrêta. Sur la boîte figurait une inscription écrite à la main datant de 10 ans. Delacour, origine personnelle. Elle sentit un frisson. Pourquoi ce dossier était-il verrouillé, à l'écart, malgré son étiquette si transparente? Elle hésita. Hésita encore, puis continue son tri, mais l'étiquette restait présente dans son champ de vision. Plus tard, en sortant chercher un café, elle se demanda si elle devait respecter la consigne de ne pas ouvrir. Elle se souvenait du regard que lui avait lancé Alexandre Delacour lors de l'entretien. Un regard intense, curieux, comme s'il avait conscience de quelque chose qu'il n'avait pas dit. Le vendredi après-midi, alors qu'elle révisait un document de coordination dans la salle de réunion réservée au service archivage temporaire, elle aperçut un ancien dossier posé à part, comme abandonné. Un clutch jaune hussé, attaché au dossier « Archives internes ». Elle s'approcha. Le dossier était intitulé AD, suivi d'un numéro. Elle s'assit, l'ouvrit lentement. Il contenait une photographie monochrome, légèrement cornée, d'un jeune homme souriant, en tenue modeste, posant à côté d'une femme habillée simplement. Sur le verso de la photo, une inscription manuscrite « Alex Delacour et Marie, Lyon 1998 ». Son cœur se serra. Alex Delacour. Le jeune homme sur la photo ressemblait étrangement à l'homme qu'elle voyait aujourd'hui chaque matin dans le bureau de direction. Elle consulta les dossiers autour, feuilleta. Quelques lettres, des coupures de journaux, des mentions d'un contrat de participation familiale, une note d'archives relative à une entente. Rien de bien explicite, juste des traces d'un passé discret. Elle referma tout rapidement, le visage pâle, le souffle court. Elle remit la photo au même endroit, referma la boîte et la clé dans la poche. Elle se leva, se passa la main dans les cheveux trempés de pluie encore de la semaine passée. Le café tremblait légèrement dans sa main alors qu'elle quittait la salle. Elle se rassura en se disant que ce n'était qu'une curiosité, mais une curiosité lourde qui pourrait tout changer. Ce soir-là, elle rentra chez elle, silencieuse. Sa grand-mère, Madeleine, dormait dans le fauteuil. Elle posa le dossier sur la table du salon et fixa la photo quelques instants. Elle se demanda ce qui pousserait un homme milliardaire à conserver un dossier photographique de lui dans une tenue modeste, et pourquoi l'entrée « origine personnelle » avait été étiquetée avec tant de précaution. Elle se dit qu'il y avait peut-être plus derrière l'image parfaite du patron, un passé qui ne s'accordait pas avec les présentations officielles. Le lendemain, elle arriva au bureau un peu plus tard que d'habitude, 7h56 au lieu de 7h40. Elle se fit pardonner avec un café pour l'assistante qui gérait le matériel et se remit au rapport du matin. Cependant, l'image restait dans son esprit. Elle observait les couloirs, les regards, les collègues,
se demandant s'il savait. Était-ce pour cela qu'on l'avait propulsée? Était-ce parce qu'elle connaissait un secret que personne d'autre connaissait encore? Elle n'osa pas dormir sur cette pensée. Un mardi matin, elle prit un moment avant de quitter son bureau dîner-réunion pour revisiter discrètement la salle d'archives après la pause déjeuner. Elle rouvrit la boîte « Delacour, origine personnelle ». Cette fois-ci, elle glissa un dossier dans son sac, une copie d'un courrier daté de 23 ans plus tôt. Il mentionnait « Alexandre Delacour s'engage à soutenir financièrement M. Moreau et Mlle Moreau dans leur formation en échange de silence sur leur lien familial réel. » Lyon, le 13 juin 2002. Le nom Moreau laissa un goût métallique dans sa bouche. Elle comprit soudain que son patron, l'homme qu'elle avait aidé sous la pluie, était lié à son propre nom de naissance. Elle recula de quelques pas, le dossier à la main, le cœur battant. Elle le remit à sa poche, quitta la pièce. Son esprit tourbillonnait. Elle ne savait pas quoi faire de cette information. Elle n'était plus simplement une nouvelle employée sous pression. Elle était désormais la pièce d'un puzzle plus vaste. Une femme qui détenait, sans le savoir, un fragment d'un secret fait pour rester caché. Elle se demanda si elle avait été choisie pour cette mission parce qu'on avait anticipé qu'elle découvrirait ce morceau d'histoire ou si c'était une simple coïncidence improbable. Le reste de la journée passa dans une sensation de dualité, réalité professionnelle d'un côté, question personnelle de l'autre. Elle fit son travail avec l'efficacité devenue habituelle, mais son esprit était ailleurs. Dans chaque réunion, chaque regard, elle envisageait l'hypothèse que son propre nom, sa propre histoire, puisse être connectée à celle de l'homme silencieux qui la dirigeait. À l'heure de quitter le bureau, elle traversa le hall vitré et prit l'ascenseur. Elle repensa à ce jour de tempête où elle l'avait aidé sans le savoir, au début étrange de leur relation. L'homme sous la pluie, la candidate trempée, l'entretien hors du commun. Tout prenait un sens qu'elle n'avait pas anticipé. Elle se demanda si, en fait, son retard, sa tenue boueuse, son acte de générosité spontanée avaient été observés, évalués, catalogués. Était-elle dans un entretien pour un emploi ou dans une sélection pour quelque chose de plus grand? Ce soir-là, elle ne dormit pas. Elle resta à la fenêtre de l'appartement, regardant Lyon endormi avec ses lumières dansantes sur le Rhône. Elle se promit de ne rien dévoiler pour l'instant. Le secret était lourd, mais pour elle, il devenait un levier. Elle allait progresser, non seulement pour prouver qu'elle avait sa place, mais pour comprendre quelle était cette place, pourquoi elle y avait été amenée, et ce que cela signifierait pour elle, pour sa grand-mère, pour son avenir. La lumière du matin filtrait à peine à travers les grandes baies vitrées du 9e étage lorsque Camille prit connaissance du message affiché sur son écran à 8 heures précises. Il émanait du bureau de la direction. Une réunion exceptionnelle avait été ajoutée à l'agenda de la journée, prévue pour 11 heures. Sujet: présentation intermédiaire du projet Atria devant un comité d'investisseurs internes et 2 représentants étrangers. Camille, contre toute attente, figurait parmi les intervenants. Son nom apparaissait en 3e position, juste après celui d'un cadre technique et d'un responsable financier. Elle lut et relut la convocation, le cœur battant. Aucun préavis, aucune demande de validation préalable. Le document à présenter concernait le suivi logistique et les résultats de coordination, soit précisément le travail qu'elle menait depuis plusieurs semaines. L'ordre venait de la direction. Aucun doute sur celui qui l'avait validé. Elle savait que Delacour n'avait rien laissé au hasard. Il ne donnait jamais de place s'il ne voulait pas qu'elle soit occupée. Mais elle savait aussi ce que cela signifiait. Il l'exposait. Il la testait à un niveau supérieur, devant des personnes influentes, au regard aiguisé, peu encline à la complaisance. Pendant les heures qui suivirent, elle relut chaque tableau, ajusta chaque élément du diaporama, vérifia les chiffres, recroisa les données. À 10h55, elle entra dans la salle de conférence vitrée où les sièges étaient déjà occupés par des visages austères et concentrés. Elle salua brièvement, s'installa à sa place, connecta son ordinateur à l'écran central. Les 2 premiers intervenants prirent la parole dans un silence absolu. La salle était froide, non seulement à cause de la climatisation, mais à cause de la tension ambiante. Chaque mot, chaque chiffre, chaque erreur de langage était susceptible d'être noté, interprété, classé. Puis vint son tour. Camille se leva, droite, concentrée, une télécommande à la main, son dossier sous le bras. Elle prit la parole sans trembler, projetant sur l'écran la première diapositive.
Elle expliqua les choix opérés dans la coordination des sous-traitants, les décisions logistiques prises pour respecter les échéances, la méthode employée pour réduire les doublons d'informations entre les différentes branches du projet. Elle parlait sans lire ses notes, posant chaque mot avec clarté, sans emphase ni excès de prudence. Elle savait que la salle n'attendait pas de séduction, mais de compétence. Elle arriva à la 6e diapositive lorsqu'un homme aux cheveux gris assis au bout de la table l'interrompit sèchement. « Vous dites que les délais ont été respectés. Pourtant, la livraison de la phase 2 a été reportée de 48 heures. Quelle est votre définition exacte de respect des délais dans ce contexte ?» Le silence tomba brutalement dans la salle. Camille le fixa calmement, sans détourner les yeux. La livraison de la phase 2 a été reportée de 48 heures, à la demande du département technique, en raison d'une mise à jour logicielle non prévue. L'impact a été absorbé dans le calendrier global sans retard sur la livraison finale. Mon expression « respect des délais » s'applique à l'objectif contractuel, qui reste inchangé. L'homme ne répondit rien, mais ses doigts cessèrent de pianoter sur son carnet. Elle reprit sa présentation sans attendre une validation. À la dernière diapositive, elle conclut par une phrase simple. « Le projet avance conformément aux attentes, malgré des ajustements mineurs. Les équipes sont alignées, les outils opérationnels. Le suivi est constant. Il reste du travail, mais la trajectoire est solide. » Elle coupa l'écran, ferma le dossier et se rassit, les mains posées sur ses genoux. La pièce resta silencieuse pendant quelques secondes, jusqu'à ce que l'un des investisseurs internationaux hoche la tête, échange quelques mots rapides avec son collègue, puis remercie les intervenants pour la clarté des informations. La réunion se conclut sans effusion, comme il est d'usage dans ce type de contexte. Mais Camille sentait dans l'atmosphère une légère inflexion. Quelque chose avait changé. Alors qu'elle rassemblait ses affaires pour quitter la salle, elle aperçut un mouvement à l'arrière. Alexandre Delacour était entré discrètement en cours de réunion sans être annoncé. Il n'avait rien dit, n'avait posé aucune question. Il s'était tenu à l'écart, observant en silence, le regard dirigé vers elle. Elle ne l'avait pas vu entrer, mais elle le vit maintenant, debout près de la porte, croisant les bras lentement. Quand elle passa devant lui pour sortir, il la regarda dans les yeux. Son visage ne trahissait rien de particulier, mais ses mots furent clairs, posés, entendus par tous ceux encore présents dans la pièce. « Bonne présentation, Moreau. » Elle hocha la tête en guise de remerciement. Ce fut tout. Aucun sourire, aucune tape sur l'épaule. Mais ce simple commentaire, prononcé à haute voix devant témoins, équivalait à bien plus qu'un éloge en privé. Il venait de reconnaître publiquement sa compétence. Elle venait d'être validée, à sa manière. Dans l'ascenseur qui la ramena à son étage, elle resta immobile, les yeux fixés sur la lumière qui indiquait les niveaux. Les mots « bonne présentation » résonnaient encore dans son esprit. Pas pour flatter, pas pour consoler, juste pour signifier qu'elle avait franchi une étape. De retour à son bureau, elle retrouva son écran, ses documents, son environnement familier. Le téléphone clignotait. 2 messages, dont l'un venant du département juridique, qui sollicitait une relecture d'accord avant envoi. Elle sourit intérieurement. Les services qui l'ignoraient quelques semaines plus tôt sollicitaient désormais son avis. Rien n'était gagné, mais la dynamique avait changé. Elle ne se leva pas, ne prit pas de pause. Elle s'assit, ouvrit le document et se remit à travailler. Parce qu'elle savait que dans ce monde, chaque victoire était temporaire et qu'il lui faudrait en livrer bien d'autres. Mais aujourd'hui, au moins, elle avait tenu, et elle l'avait fait seule. Le lendemain de la réunion, Camille arriva au bureau avec la même ponctualité rigoureuse qui la caractérisait depuis le début de son intégration. Pourtant, ce jour-là, quelque chose dans l'air semblait différent. Il ne s'agissait pas de la météo, le ciel de Lyon offrait une matinée claire, sans pluie, presque calme. Non, c'était une tension plus sourde, plus intime. Elle la ressentait dans la manière dont les regards croisaient brièvement le sien dans les couloirs, dans les sourires discrets de certains employés qu'elle n'avait jamais entendu lui adresser un mot auparavant. Mais surtout, elle le percevait dans le silence inhabituel de Delacour. Depuis sa validation publique lors de la présentation, il n'avait pas échangé un mot avec elle. Ils s'étaient croisés 2 fois ce matin-là, brièvement, dans un couloir, puis à l'entrée d'une salle de réunion. Il avait incliné la tête en guise de salut, sans s'arrêter. Elle n'en attendait pas davantage, mais quelque chose lui disait que ce silence n'était pas seulement professionnel. Elle avait appris à décoder ces silences,
à comprendre que ses absences étaient parfois plus significatives que ses présences. À 16 heures passées, alors qu'elle classait des documents confidentiels dans la salle de gestion documentaire, elle reçut un message direct sur son ordinateur. Il venait de l'adresse personnelle de Delacour. « Rejoignez-moi dans mon bureau à 17 heures précises. » Pas de signature, pas de formule de politesse. Juste une instruction claire, presque sèche. Elle confirma par un simple « compris ». Elle passa l'heure suivante à vérifier ses notes, ses derniers dossiers, cherchant ce qu'il pouvait vouloir lui dire. Elle ne trouva rien d'évident. Tout était à jour. Aucun incident, aucun oubli. À 17 heures précises, elle frappa doucement à la porte vitrée. La voix grave répondit de l'intérieur. « Entrez ». Elle entra. Il était seul, debout, dos à la fenêtre, observant la ville en contrebas. Il portait une chemise bleu foncé, les manches retroussées. Une pile de dossiers attendait sur son bureau, mais il ne s'en souciait pas. Il tourna légèrement la tête, fermait la porte. Elle le fit, puis se tint droite, sans s'asseoir. Il resta silencieux quelques secondes, puis se retourna complètement. Il s'approcha de son bureau, posa les deux mains à plat sur le bois et leva les yeux vers elle. « Ce que vous avez trouvé dans les archives, je suppose que vous avez des questions. » Elle sentit son souffle se suspendre. Elle n'avait jamais mentionné ce qu'elle avait découvert. Elle n'avait montré les documents à personne. Elle n'avait rien dit, rien laissé transparaître. Et pourtant, il savait. « Je n'ai rien dit à personne, » répondit-elle posément. « Je suis tombée dessus par hasard, je n'ai touché à rien d'autre. » Il hocha la tête comme s'il s'y attendait. « Ce dossier existe depuis longtemps. J'ai autorisé son classement, mais en demandant qu'il ne soit jamais détruit. Je savais qu'un jour quelqu'un finirait par le lire. » Il fit le tour du bureau, s'adossa au rebord de la fenêtre, croisa les bras. « Vous vous demandez pourquoi vous êtes ici, pourquoi vous avez été choisi, pourquoi je vous ai fait confiance dès ce jour-là, sous la pluie. Ce n'était pas prévu. Vous ne deviez pas me voir, je devais être ailleurs. Mais ce matin-là, j'ai eu un contretemps. Et vous étiez là. Et vous m'avez aidé, sans savoir qui j'étais. Vous auriez pu m'ignorer. Vous étiez en retard, vous étiez trempé. Mais vous l'avez fait quand même. » Camille ne répondit pas. Elle écoutait, chaque mot résonnant en elle comme une pièce qui tombait lentement à sa place dans un puzzle ancien. « J'ai grandi dans un environnement modeste. Mon père était ouvrier. Ma mère tenait un petit magasin dans le quartier de Montplaisir. Je n'ai pas toujours porté ce nom. Je l'ai changé plus tard, quand j'ai décidé de me détacher d'un passé que beaucoup auraient de juger incompatible avec le monde des affaires. » Il se tut un instant, le regard perdu dans un point invisible sur le sol. « Ce que vous avez trouvé, cette photo, ces lettres, Marie sur la photo était une femme qui m'a aidé à une période cruciale. Une femme forte, droite, qui a cru en moi alors que je n'avais rien à offrir. Elle m'a hébergé, m'a nourri, m'a orienté. Et elle avait une fille. » Il s'arrêta. Le silence fut plus lourd encore que ses révélations. Camille sentit le sol se dérober sous ses pieds, mais elle n'interrompit pas. Il reprit, plus lentement. « Cette fille, c'était vous. » Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Il continua. « Vous ne vous en souvenez pas. Vous étiez toute petite, 3, peut-être 4 ans. Votre mère et moi avons fait un bout de chemin ensemble. Puis nos routes se sont séparées. Pas par conflit, par choix de vie. Elle est restée dans l'ombre volontairement. Et moi, j'ai poursuivi cette ascension que vous connaissez. » Il se redressa, s'approcha de son bureau, reprit la parole d'un ton plus ferme. « Je ne vous ai pas fait venir ici pour solder le passé. Je ne vous ai pas protégé. Je vous ai testé, depuis le premier jour, parce que je devais savoir si ce lien invisible vous desservirait. Vous n'aviez aucun souvenir. Vous ne saviez rien. Et pourtant, vous avez avancé avec intégrité, avec courage. Vous avez mérité chaque minute de ce que vous avez ici. » Camille sentit les larmes monter, mais elle les retint. Elle n'était pas là pour pleurer. Elle était là pour comprendre. « Pourquoi me le dire maintenant ?» murmura-t-elle. « Parce que le mensonge, même silencieux, finit par peser. Et parce que vous êtes prête. Vous avez prouvé que vous pouviez entendre cette vérité et continuer à avancer. Je ne vous demande rien. Je ne veux pas de reconnaissance. Mais vous deviez savoir. » Elle resta là, droite, le cœur battant à tout rompre. Elle sentit que rien ne serait plus comme avant. Pas parce que quelque chose avait changé dans son statut, mais parce que sa perception d'elle-même venait de basculer. « Est-ce que cela change ce que vous attendez de moi ?» demanda-t-elle. Il secoua la tête. « Non, je veux la même chose qu'hier, le même engagement,
la même rigueur. Rien de plus, rien de moins. Elle inspira profondément, puis hocha la tête. Alors je continuerai, parce que je ne suis pas ici grâce à vous. Je suis ici à cause de moi. Il sourit brièvement. Ce fut le premier vrai sourire qu'elle vit sur son visage. Léger, discret mais authentique. C'est exactement ce que je voulais entendre. Elle sortit du bureau quelques minutes plus tard, sans trembler. Elle savait que ce qu'elle venait d'apprendre modifierait son regard sur beaucoup de choses. Mais elle n'en parlerait à personne. Ce secret, désormais, était le sien aussi. Et il ne serait pas une faiblesse. Il serait une force silencieuse, à l'image de tout ce qu'elle avait toujours été. Les jours qui suivirent la révélation furent d'une sobriété presque déroutante. Alexandre Delacour ne revint plus sur ce qu'il avait partagé avec Camille. Il n'y eut aucune allusion, aucune conversation supplémentaire, aucun changement dans leur relation apparente. Il la traitait exactement comme avant, exigeant, précis, professionnel. Et Camille, fidèle à sa promesse implicite, se comportait avec la même rigueur, la même implication. Pourtant, intérieurement, quelque chose avait bougé. Elle travaillait désormais avec la conscience d'un passé qui lui appartenait sans jamais l'avoir connu. Cela n'alourdissait pas son quotidien. Au contraire, cela renforçait sa détermination. Elle n'était pas ici pour revendiquer un lien, mais pour écrire une histoire qui serait entièrement la sienne. Un lundi matin, alors que la ville s'éveillait sous un ciel de fin d'automne, Camille fut convoquée de nouveau dans le bureau de la direction. Cette fois, le message comportait un objet inhabituel. Entretien de repositionnement, projet spécial. Elle s'y rendit à 9 heures précises. Delacour l'attendait, debout, les bras croisés, l'air grave, mais calme. Sur la table, un dossier rouge sans titre. Elle prit place sans un mot. Il s'assit, posa ses mains l'une contre l'autre et la regarda droit dans les yeux. Ce que je vais vous proposer ne fait partie d'aucun parcours standard dans cette entreprise. Il ne s'agit pas d'un poste classique, ni d'une simple évolution logique. C'est un engagement, un projet que je porte depuis longtemps, mais que je n'ai jamais confié à personne, jusqu'à aujourd'hui. Camille écoutait, immobile. Il ouvrit le dossier et en sortit une série de feuilles reliées, une présentation succincte mais claire. Il y a quelques années, j'ai imaginé un programme interne destiné à soutenir la formation et l'insertion professionnelle de jeunes issus de milieux défavorisés. L'idée était de créer un lien direct entre le monde de l'entreprise et ses territoires oubliés. Mais à chaque tentative, le projet a été repoussé, détourné, récupéré. Personne n'a su l'incarner sans le transformer en vitrine de communication. Il poussa le dossier vers elle. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de reprendre ce projet, de le réécrire, de le diriger et de le faire vivre. Elle ouvrit le dossier, lut les premières lignes. Le projet portait un nom simple, Programme Horizon. Il décrivait une structure pilote à déployer à Lyon avec la possibilité de l'étendre à d'autres villes si les résultats étaient probants. Il y était question de mentorat, de stage, de formation pratique, d'intervention dans les lycées professionnels et les associations de quartier. Tout était là, en ébauche, mais rien n'était figé. Vous auriez carte blanche pour structurer l'équipe, adapter les formats, proposer un calendrier. Les ressources nécessaires seraient allouées. Votre mission serait de faire en sorte que ce ne soit pas une opération ponctuelle, mais un programme viable, durable, qui transforme réellement des parcours. Camille leva les yeux. Il ne souriait pas, il n'insistait pas, il attendait. Elle feuilleta lentement le reste du document. Une phrase attira son attention. La réussite de ce projet dépendra entièrement de la capacité à concilier vision humaine et discipline d'exécution. Elle referma doucement le dossier. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle. Il répondit sans détour. « Parce que vous connaissez les deux mondes et que vous ne jouez pas un rôle. Vous n'avez pas oublié d'où vous venez et vous ne confondez pas engagement et image. Vous avez prouvé que vous saviez survivre, mais aussi construire. Je ne connais personne ici qui soit plus à même d'incarner ce programme. » Elle prit un temps avant de parler. Son cœur battait plus vite. Elle pensait à sa grand-mère, à son quartier, à toutes les jeunes filles comme elle qu'elle avait vues renoncer par fatigue ou par manque de modèle. Ce projet ne lui offrirait ni titre prestigieux, ni augmentation immédiate. Mais il avait un poids que rien d'autre ne pourrait égaler. « J'accepte, » dit-elle enfin. Delacour hocha la tête. « Alors nous commençons dès demain. Vous aurez un bureau dédié, un budget de démarrage et une première réunion avec le département partenariat.
Je serai là mais en retrait. Ce sera votre projet, votre nom, votre défi. » Camille quitta le bureau avec le dossier en main. Lorsqu'elle retourna à son poste temporaire, elle s'assit quelques secondes sans bouger. Elle relut les premières lignes, la structure du plan, les objectifs fixés. Elle sentit quelque chose de nouveau naître en elle. Ce n'était pas de la peur. Ce n'était pas non plus de l'excitation. C'était une forme rare de certitude. Pour la première fois, elle n'était pas simplement en train d'avancer dans une structure existante. Elle allait en créer une qui aurait un sens direct, concret, profond. Le soir, en rentrant, elle s'arrêta dans une petite librairie du centre-ville. Elle acheta un grand carnet à couverture rigide, noir, simple, élégant. Sur la première page, elle écrivit seulement 2 mots, « Projet Horizon ». Elle le referma, le glissa dans son sac et reprit le chemin de la maison. Madeleine dormait devant la télévision. Camille l'embrassa sur le front et lui murmura qu'elle aurait une surprise à lui raconter très bientôt. Dans la cuisine, elle prépara un thé, ouvrit à nouveau le dossier et se mit à écrire. Des idées, des contacts, des lieux possibles, des intervenants. Elle ne savait pas encore comment tout allait s'imbriquer, mais elle savait pourquoi elle allait le faire, et cela suffisait, parce que sa vie ne se résumerait plus à gravir les échelons en silence. Elle allait désormais tendre la main vers celles et ceux qui, comme elle, n'avaient jamais eu de raccourci. Et cette main-là, elle ne la retirerait pas. 3 mois plus tard, un matin de janvier, Camille se tenait sur le trottoir de la rue Garibaldi, au même endroit exact où elle avait, un jour de tempête, aidé un inconnu à pousser une voiture en panne au milieu d'une pluie diluvienne. Ce jour-là, elle n'avait été qu'une jeune femme épuisée, trempée, cherchant à ne pas rater un entretien décisif. Ce jour-là, elle ne savait pas que cet inconnu changerait le cours de sa vie, non pas en la sauvant, mais en la testant, en la confrontant à sa propre capacité de se tenir droite face à l'adversité. Aujourd'hui, elle ne portait plus ce tailleur détrempé et mal ajusté. Elle était vêtue d'un costume sobre, noir, bien coupé, qu'elle avait choisi elle-même avec soin. Dans sa main droite, un parapluie solide, noir également, qu'elle tenait fermé, bien que de fines gouttes de pluie commencent déjà à tomber. Ses cheveux étaient attachés, son visage maquillé avec une discrétion calculée. Mais au-delà de l'apparence, c'était sa posture qui avait changé. Elle se tenait là, immobile, calme, sûre, non pas arrogante, mais ancrée. Elle savait ce qu'elle faisait ici. Elle savait pourquoi elle attendait. Autour d'elle, la rue bruissait doucement. Les voitures passaient à rythme régulier. Les piétons pressés évitèrent les flaques. Les premiers trams faisaient vibrer les rails. Camille observait chaque détail, non pas avec nostalgie, mais avec lucidité. Elle n'était pas revenue ici pour se souvenir. Elle était venue pour commencer quelque chose. Quelques mètres plus loin, un petit groupe de jeunes approchait. 6 garçons et filles, âgés de 16 à 20 ans, certains en jeans larges, d'autres en survêtements, tous avec ce mélange de méfiance et de curiosité qu'elle connaissait bien. Ils venaient des quartiers de Vénissieux, de la Duchère, de Mermoz, des quartiers que beaucoup évitaient, que peu comprenaient. Camille avait grandi dans l'un d'eux. Elle savait ce que ces jeunes entendaient toute la journée, qu'ils n'avaient aucune chance, qu'ils étaient des cas sociaux, qu'il fallait les contrôler plutôt que les accompagner. Elle voulait leur montrer autre chose. Elle s'avança vers eux avec assurance. « Bonjour à tous, merci d'être venus. Je sais que ce n'est pas évident de se lever un samedi matin pour un projet qu'on ne connaît pas encore. » Ils échangèrent des regards furtifs. Certains haussèrent les épaules, d'autres gardèrent le silence. Elle continua sans hausser le ton. « Ce qu'on va faire ensemble, ce n'est pas un cours, ce n'est pas un programme figé. C'est un chemin qu'on va construire à partir de vous. Votre énergie, vos idées, vos colères aussi. Vous allez rencontrer des professionnels, visiter des lieux interdits, comprendre des règles qu'on ne vous a jamais expliquées. Et surtout, vous allez apprendre à ne plus attendre qu'on vous autorise à exister. » Un des garçons, capuche sur la tête, croisa les bras. « Pourquoi tu fais ça? T'as réussi, non? T'as plus besoin de nous. » Camille le regarda dans les yeux, sans détour. « Justement, parce que j'ai réussi, et que je sais à quel point c'est rare quand on vient de là. Je ne veux pas être une exception. Je veux que vous soyez les prochains. » Il ne répondit pas, mais son regard changea. Les autres baissèrent un peu la garde. Elle leur fit signe de la suivre. Ils traversèrent la rue et entrèrent dans un bâtiment rénové récemment.
un ancien centre logistique transformé en espace de formation et de rencontres. Une partie des fonds venait du Delacour Group, le reste de subventions obtenues par des partenaires convaincus par la détermination de Camille. L'endroit était sobre, mais lumineux. Une grande salle polyvalente, des salles de réunion, un coin détente. Pas de logo tape à l'œil, pas de slogan creux. Seulement un panneau à l'entrée. Horizon. La journée commença. Camille leur présenta l'équipe, des intervenants venus de différents secteurs. Une ingénieure, un designer, un ancien chef de chantier devenu entrepreneur. Tous avaient des parcours atypiques, souvent brisés puis reconstruits. Les jeunes écoutaient, posaient peu de questions, mais leur regard était attentif. À midi, un buffet simple fut servi. Camille resta avec eux sans jouer un rôle. Elle écoutait, répondait, proposait. L'atmosphère se détendait lentement, comme un tissu qu'on défroisse peu à peu. Vers la fin de l'après-midi, alors que les jeunes remplissaient un court questionnaire d'évaluation, Camille s'éloigna vers la porte vitrée. La pluie avait repris, légère, presque poétique. Dehors, sur le trottoir d'en face, un homme observait la scène. Il portait un manteau sombre, une écharpe relevée, les mains dans les poches. Alexandre Delacour ne s'approcha pas, ne fit pas signe, mais leurs regards se croisèrent. Camille hocha imperceptiblement la tête. Il répondit par un infime mouvement du menton, puis tourna les talons et s'éloigna. Elle resta un instant à le regarder partir, puis se retourna vers la salle. Les jeunes riaient autour d'une intervenante qui leur montrait une application de design industriel. Camille sourit, un sourire discret, intérieur, presque imperceptible. Elle ne ressentait ni triomphe, ni fierté éclatante, seulement une certitude douce. Elle avait transformé l'inattendu en fondation, l'humiliation en moteur, le hasard en direction. Et désormais, elle tendait cette direction à d'autres. Elle sortit brièvement sur le trottoir, ouvrit son parapluie, leva les yeux vers le ciel. La pluie tombait comme elle l'avait fait ce fameux jour. Mais cette fois, elle ne fuyait pas. Elle était restée. Elle s'était ancrée. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait chez elle dans cette ville, dans ce rôle, dans cette mission. Camille ferma les yeux quelques secondes, inspira profondément, puis rouvrit les yeux sur les pavés mouillés. Elle savait que d'autres défis viendraient, que rien ne serait simple. Mais elle n'avait plus peur, parce qu'elle avait compris une chose essentielle. Sa place, elle ne l'avait pas reçue. Elle l'avait prise, et elle n'en partirait plus.